Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers des plus discrets aux plus fascinants. Aujourd'hui, on revient dans un bistrot parisien. Après l'avoir découvert du côté du service, on passe cette fois de l'autre côté, celui du propriétaire. Marc est restaurateur, par sa proximité avec ses clients, par son attachement à la qualité du service et par son sens de l'accueil, il s'inscrit dans une grande tradition de restaurateur français. Mais derrière l'ambiance du bistrot et les tables pleines, il y a un métier fait d'équilibre permanent, gérer les stocks, les réservations, les équipes et faire tourner la maison jour après jour. Voici ce que c'est être restaurateur. Bonjour, donc moi c'est Marc. Je suis donc restaurateur et ce depuis, alors à mon compte depuis 20 ans, mais je travaille dans la restauration depuis 25 ans. Et comment est-ce que tu es devenu restaurateur ? J'allais dire par hasard, mais c'est pas vrai du tout. J'ai fait l'école hôtelière à la base, je m'en suis détourné ensuite pour repartir sur d'autres métiers, toujours un peu quand même dans le commerce, enfin dans le commercial plutôt, parce que j'ai travaillé pour le groupe Accor, mais plus dans l'hôtellerie, donc pour de l'hôtellerie. Et puis après le métier m'a rappelé un peu par hasard quand même. C'était pas prévu, mais voilà, j'avais un ami qui travaillait dans une brasserie et donc il m'a dit voilà, il y a des opportunités dans ce milieu-là. Ce qui impliquait de recommencer à zéro puisque j'avais pas d'expérience du tout. Donc j'ai recommencé à zéro au plateau comme on disait à l'époque, c'est-à-dire garçon de café quoi. Donc ça c'était il y a 25 ans. Et ton premier restaurant ? Alors mon premier restaurant à moi donc ça a été en 2004. Ouais, c'est ça, 4 ans après. C'est ça, j'ai commencé en 2000 et j'ai acheté alors j'ai pris ce qu'on appelle en gérance libre, c'est-à-dire qu'on a un pied dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pour autant on n'achète pas encore le fonds de commerce, on le loue en fait chaque année. Donc j'ai commencé par cette étape-là pour acheter ensuite au bout d'un an le fonds de commerce dans lequel j'avais commencé à travailler. Quelle est la partie la plus difficile à anticiper au quotidien entre la gestion des stocks, les clients ou encore l'équipe ? Alors c'est un peu de tout ça parce que tout est lié. C'est-à-dire que c'est difficile de séparer les uns des autres. La gestion des stocks dépend énormément des clients. Si l'afflux de la clientèle, si elle est régulière ou si elle est plutôt ponctuelle et subordonnée à des événements. Donc en ce qui me concerne, j'ai plutôt recherché des établissements avec une certaine régularité. Alors comment on fait ça ? En fait, c'est que on va chercher des établissements dans des quartiers par exemple de bureaux. On sait que il y a une forte zone de bureaux et donc forcément on sait que le midi on va avoir à peu près le plein de son restaurant tous les midis, si tant est qu'on est un peu dans la cible, dans le voilà le panier moyen avec le pouvoir d'achat de la clientèle quoi on va dire. Donc si on est bien placé normalement on a un plein, donc c'est à peu près régulier. Donc si on choisit cette option, c'est plus facile en termes de stock et donc de variation de clientèle. Je dirais que ce qui est le plus difficile à gérer, c'est l'humain, quoi qu'il arrive. C'est ce qui fait le charme de ce métier et c'est ce qui en fait aussi un métier très très difficile. Qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu rentres dans un restaurant qui n'est pas le tien ? C'est tout bête, mais la déco. Déjà, ça va beaucoup faire. C'est stupide parce que, alors, oui et non. Ça va être vraiment en même temps, quasiment en même temps. Si la déco est validée déjà à l'œil, c'est un peu comme tout le monde. C'est malheureusement comme ça. C'est l'apparence déjà dans un premier temps qui est validée ou non. Et ensuite, on va regarder la carte. Voilà. On va regarder le menu qui est généralement affiché en façade. Parce que si c'est pas affiché, donc c'est pas la peine de rentrer. Je pense que ça augure rien de bon. Il faut vraiment voir la carte qui est affichée dehors pour un restaurant et voir si la carte est adaptée à la période, adaptée évidemment à son pouvoir d'achat, mais bon ça va généralement aussi avec la déco. Donc après quand je rentre à l'intérieur, ça va être si l'établissement est propre ou non, et surtout ça va être l'accueil en fait. Le premier truc, ça va être l'accueil. Si l'établissement est super beau, mais qu'on a un accueil déplorable, ça nous est déjà arrivé de repartir avec ma femme dans l'établissement. Alors pas dans lequel on avait réservé, parce qu'on se renseigne un peu à l'avance quand on réserve. Il y a des outils très bien pour ça maintenant avec Google et autres. Mais si on est un petit peu en goguette comme ça, on rentre un peu au hasard. On va regarder si c'est joli, si ça a l'air bien, si le staff a l'air un peu souriant à l'intérieur. Mais par contre, si on est mal reçu directement, on repart. Comme tout le monde. À quoi ressemble la vie dans un restaurant avant l'arrivée du tout premier client et à l'inverse, une fois le tout dernier client parti ?
c'est un peu la même chose qui se passe avant et après. Enfin, avant, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de nettoyage aussi, beaucoup de préparation de ce qu'on appelle de mise en place. Que ce soit en cuisine ou en salle, le personnel de cuisine a beaucoup de travail évidemment pour préparer tous les plats du jour ou les plats de la carte qu'il faut refaire constamment tous les jours si le resto fonctionne bien. Que ce soit également ou sinon au bar, les réassorts des frigos ou les découpes de fruits, etc. Voilà. Ce qui va se passer donc, et puis après il y a un briefing avant l'arrivée des clients bien sûr pour expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'il va devoir faire, ce à quoi on s'attend pour la soirée, le nombre de réservations, etc. Et après donc que le coup de feu soit passé, une fois que la soirée est terminée, il y a évidemment beaucoup de nettoyage et beaucoup de débriefing. On brief, on débrief et voilà ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce qu'on pourrait améliorer. Qu'est-ce que les clients ne voient pas mais qui demandent beaucoup d'énergie? Très bonne question. C'est surtout la gestion du stock. La gestion des réservations aussi, c'est très énergivore, puisqu'il faut répondre sans arrêt aux différents canaux de réservation, que ce soit le téléphone, les mails, les réseaux sociaux maintenant aussi, parce que les gens réservent aussi sur Messenger, sur selon leur degré d'implication dans les réseaux. Ils sont à des méthodes un peu plus anciennes ou plus récentes, mais il faut être sur tous ces canaux-là. Et aussi évidemment par les sites de réservation. Donc tout ça, ça prend un temps absolument incroyable. Il faut être disponible les premières demandes sont à 9h le matin. Je dirais quand les gens arrivent un peu, sortent de chez eux et ils sont dans le métro, ils se disent tiens, où est-ce que je vais réserver ce soir? Et donc c'est là que ça commence. Et puis ça se termine parfois très très tard. Il y a des gens qui nous surprennent et qui nous réservent à 2h du matin. On reçoit des mails. On se dit mais qu'est-ce que font ces gens à 2h du matin pour réserver un restaurant pour le week-end? Bon, pourquoi pas? Et d'ailleurs, on prend tout ce qu'il y a. Voilà, on est là à chaque moment. Quelle est la décision la plus difficile que tu aies à prendre en tant que restaurateur? C'est forcément me séparer d'un établissement. C'est-à-dire quand l'établissement est mis en vente, que je décide de le mettre en vente. C'est forcément le moment le plus difficile parce qu'on a des collaborateurs qui travaillent, parce que on est attaché humainement aussi à beaucoup de gens, beaucoup de clients qui vont qu'on verra moins parce que généralement quand on vend un établissement, effectivement, on vend un peu aussi la fréquentation, la clientèle qui est afférente à l'établissement. Et donc forcément, c'est jamais facile à prendre comme décision, mais c'est toujours motivé par de bonnes raisons. Enfin, souvent dans mon cas, en tout cas, ça a été forcément réfléchi. Qu'est-ce que ce métier change dans le rapport au temps, au week-end ou encore aux jours fériés? Alors, je ne vais pas faire une grosse promotion de mon métier là si tu me poses ce genre de questions, mais il ne faudra pas diffuser ça aux plus jeunes. Non, je plaisante. Non, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Tout dépend où on se place. Si on est salarié ou si on est patron. Si on dit toujours les patrons c'est ceux qui en font le moins. En réalité c'est forcément ceux qui en font le plus parce que il y a une disponibilité comme je disais tout à l'heure constante et un niveau de sacrifice qui est énorme. Aujourd'hui il y a de plus en plus d'outils qui aident à gagner du temps. Donc effectivement on va pouvoir peut-être sporadiquement se dégager un tout petit peu plus de temps qu'avant. Mais jusqu'à encore très 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 récemment il y avait évidemment pas de week-end. À part le dimanche. Moi, j'ai toujours voulu garder le dimanche. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être que mes premiers patrons m'ont dit que voilà, c'était important de garder le dimanche, donc j'ai toujours gardé le dimanche pour moi et ma famille. Mais sinon, il y a évidemment, on s'adapte au rythme de la clientèle, au rythme des saisons touristiques ou non, selon l'établissement qu'on possède à ce moment-là. Qu'est-ce que ce métier t'a appris sur les gens? Non, je sais pas si ce métier m'a appris, mais je suis assez bienveillant, peut-être plus qu'avant encore. Plus le temps passe, plus je suis bienveillant par rapport aux gens, parce que je sais que, ça m'a confirmé que l'être humain, dans son imperfection, est parfait dans son imperfection. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tous plein de bêtises. Puis avec l'alcool un peu plus, et puis, mais au final, bon. C'est que ce soit au niveau de mon personnel dont je me suis entouré pendant toutes ces années
ou au niveau de ma clientèle qui aussi me suit depuis pas mal d'années, j'ai beaucoup d'affect quoi hein, dans tout ça. Voilà. Et ça a été grandissant. Je trouve qu'au début, quand on est jeune, on n'a pas forcément de recul, on n'a pas forcément de patience. On est un peu plus, même quand on est son propre patron, parfois on est un petit peu plus. Le terme, j'arrive pas à trouver le terme depuis tout à l'heure, je le cherche, mais on est moins compréhensif, quoi. Et on acquiert un peu ce recul-là et cette compréhension de l'imperfection de l'être humain au fur et à mesure. Et au final, une fois qu'on a acté ça, voilà. Bon, il y a des choses qu'on ne pardonne pas, évidemment, mais dans la plupart du temps, ça va. On n'est pas confronté à des grosses bêtises. On va parler du confinement. Qu'est-ce qui a été le plus dur entre fermer, attendre ou rouvrir? Le plus dur émotionnellement ont été Alors la première fermeture, ça a été très très dur parce que pas de visibilité sur la suite. Donc ça a été quand même un choc. Bon, pour tout le monde bien sûr, mais quand on est chef d'entreprise, c'est un choc supplémentaire parce qu'on ne sait pas ce qu'on va pouvoir dire à nos salariés. On a cette responsabilité là en fait tout simplement d'assurer les revenus des gens qui travaillent pour nous. Donc si on peut pas honorer le contrat à la fin du mois, c'est pour moi, enfin, j'en dormais pas quoi, hein, concrètement avant de savoir ce qui allait vraiment advenir de nous et comment on allait pouvoir nous aider. Voilà, soit en stoppant les loyers, avec ensuite des aides qui sont mises en place, mais pas tout de suite. On a d'abord bouffé toute notre trésorerie, d'accord, sans se payer soi-même, bien sûr, parce qu'il fallait prioriser, bien sûr, les gens qui travaillaient pour nous. Donc, ça a été émotionnellement le plus dur. Et après, les fermetures et réouvertures. Bon, au bout d'un moment, c'était un sport. Donc, on avait l'habitude, et on commençait à avoir l'habitude. En aucun cas, les fermetures avec le temps pour soi, à la maison, etc., ont été des moments difficiles, si ce n'est les premiers temps, encore une fois, quand il y avait l'attente de savoir l'organisation de l'État, ce qu'il allait pouvoir nous proposer, et voilà. Mais non, le temps pour soi, etc., bon, ça a été quand même abrupt, hein, le passage de quelqu'un qui était occupé professionnellement pas quasiment 7 jours sur 7 pour arriver à du zéro, ça a été quand même assez particulier. Mais une fois qu'on s'y était habitué, comme tout le monde, qu'on était habitué à cette forme de liberté-là, et forme d'insouciance un peu, qu'on était un peu pris en charge par l'État, entre autres, on s'est dit bon, autant profiter quoi. Donc les temps morts n'ont pas été difficiles. Et qu'est-ce que vous avez fait de tous les stocks? Ah c'était perdu. Alors soit c'était perdu, ou soit on le répartissait entre nous tous. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc plutôt que de perdre le stock, on a décidé de donner à tout le personnel ce qu'il pouvait prendre, ce qu'il avait envie de prendre pour la suite, ce qui était assez pratique parce qu'on pouvait pas trop sortir dans les premiers jours. Donc on avait un peu de quoi voir venir. On avait une forteresse. Alors nous en plus on avait le droit de revenir sur notre lieu de travail, les dirigeants. Donc on venait faire notre marché un peu ici de temps en temps. Voilà pour les stocks. Je parle pas de l'alcool hein, bien sûr, même si ça a été une grande aide pour le confinement. Qu'est-ce qui fatigue le plus physiquement dans le métier? Ce qui fatigue physiquement dans ce métier-là, c'est vraiment l'amplitude, surtout quand avant, alors à l'ancienne, quand je dis à l'ancienne, on était obligé entre guillemets de faire des coupures, ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, fort heureusement, mais c'était un système où on venait faire le service du midi, on se reposait l'après-midi, on faisait ce qu'on voulait, et on revenait le soir pour faire un autre service le soir et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture de l'établissement. Donc ça, c'était très fatigant. Et ensuite, le fait d'être toujours en décalage par rapport à la journée, le jour où il fait beau, enfin où il fait jour, et de la nuit, où on vit énormément la nuit, surtout dans nos métiers ici de bar de nuit. Là, ça fatigue énormément aussi, ouais. Et mentalement, qu'est-ce qui est le plus usant à la longue? La gestion humaine, c'est aussi enrichissant que c'est fatigant, moralement. Voilà, la gestion des conflits, que ce soit les conflits entre clients ou les conflits entre membres du personnel ou la gestion humaine en général. Voilà, avec tout ce que ça implique, d'énergie à donner pour satisfaire tout le monde et pour que tout fonctionne quoi.
Je pensais que ça allait dire l'URSSAF. Que c'était le plus Ça aurait fatigant été beaucoup mentalement. plus drôle. J'ai pas eu ce sens de l'humour malheureusement, mais ça aurait pu casser. D'ailleurs, on est le 16, donc il vient de tomber. C'est tous les 15 du mois l'URSSAF. Ah, c'est tous Donc les c'est 15 là, jours. ouais. Ok. Est-ce que je fais des cauchemars avec l'URSSAF? Pas du tout. Non. Non. Le matin, j'ai une mini crise cardiaque quand je regarde le compte bancaire qui bizarrement a fondu la nuit. Mais non, je fais pas de cauchemar. Là, on est entouré de musique. C'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que ça fait d'entendre de la musique H24 quasiment? Est-ce que tu arrives à en écouter chez toi ou est-ce que tu Chez moi, plus le calme? chez moi, c'est très rare. J'apprécie beaucoup le calme. Ouais. J'apprécie énormément le contraste. Moi, personnellement, j'habite dans un quartier très calme et j'ai envie de dire mort, hein, de Paris, mais c'est vraiment volontaire. C'est-à-dire que j'aurais pas pu habiter au cœur du 11e, à Bastille ou dans des quartiers très animés comme ça, c'était pas possible, quoi. Imagine 7 sur 7 sur 7, matin, midi, soir, tout le temps sur ce genre d'énergie, c'est juste pas possible, c'est pas humain, je pense. Il faut une coupure assez nette. Donc moi, le soir, je rentre. Tout le monde dort depuis 21h, quoi, tu vois, clairement, hein. Que ce soit chez moi ou dans l'entourage du voisinage. Et on a parlé de cuisine, mais je me suis posé une question. Enfin, pardon, on a parlé d'URSSAF, mais j'avais une autre question. C'est tout ce qui est contrôle sanitaire, en fait, Ouais. et contrôle pour tous, contrôle de pièces d'identité pour l'alcool et autres. Comment ça se passe concrètement? Parce que Alors, c'est attends. très abstrait. Contrôle de pièces d'identité, c'est un contrôle que nous, on ferait aux clients. Ouais, en cas de suspicion qu'une personne soit Ouais. mineure. Ah, c'est assez simple, ça. On a du personnel qui est sensibilisé à ça, que ce soit du personnel d'accueil. Sur les week-ends, on a toujours Abdou qui est là et qui accueille et qui est chargé aussi de vérifier ça s'il y a une suspicion. Voilà, et c'est demander gentiment et la plupart du temps, les gens coopèrent très très facilement. Et puis on demande des vraies cartes, pas des cartes virtuelles, bien sûr, pas des cartes sur téléphone parce que ça. Mais pour les contrôles sanitaires, c'est... Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est le contrôle que nous on subit entre guillemets. On est contrôlé pour voir si on est dans les si tout est carré chez nous en termes de normes sanitaires. On en fait combien de temps par an en moyenne? Ah, c'est pas tous les ans. Et c'est je dirais tous les 2-3 ans. Ok. Voilà. Tous les Et, 2-3 ans. C'est un marronnier ou c'est... En fait, c'est eux qui se souviennent de vous? C'est vraiment inopiné. Ok. T'es pas prévenu. Ok. Donc j'en ai eu un cette semaine. Je crois que c'était mardi ou mercredi. Ok. En ce moment, c'est la saison des contrôles. Entre l'URSSAF qui est tombé hier et le contrôle de cette semaine. Ouais, et le contrôle sécurité incendie qu'il y a eu ici, qui est, par contre, qui est tous les ans ici prévu. Il n'y a pas une date exacte, mais chaque année, il faut le faire. Donc, puisque c'est un bar de nuit. Mais au Bijou, qui est un bar-restaurant plus classique, on va dire, et bien, on reçoit des contrôles d'hygiène à peu près tous les 2-3 ans. Parce qu'ils n'ont pas le personnel pour faire plus souvent. Voilà. Après, ça dépend aussi si tu es bien noté. Entre guillemets. Avant, tu avais des notes avec des... il y avait un site internet, je me souviens plus du nom, que la mairie de Paris avait mis en place, et le ministère de l'Agriculture, bien sûr, avait mis en place avec des smileys. Donc, en fait, tu devais afficher sur ta façade le smiley que tu avais reçu. C'est comme des images quand tu étais à l'école, tu vois, un peu. J'ai jamais connu ça. T'as pas connu? Parce qu'il y en Non. a qui ne l'affichent pas. La plupart ne l'affichaient pas. Donc, si tu avais une bonne note, tu l'affichais. En général, les gens qui avaient des mauvaises notes l'affichaient pas. Voilà. Donc on reçoit voilà tous les 2-3 ans et ils sont assez vigilants hein, sur Paris. Il faut pas croire que c'est que c'est permissif ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas laxiste du tout. C'est très 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 sérieux et contrôlé. Ouais. Par contre, ils peuvent pas le faire chaque année. C'est Ouais. impossible. Et ça consiste en quoi? Ils viennent en cuisine? Tout Est-ce à que fait. tu dois être présent, par exemple? Ou... Alors, le mieux, c'est qu'un responsable soit présent, mais c'est pas obligatoire. Par contre, il faut leur laisser absolument l'accès à tout. Ils ont le droit. Ils font partie du ministère, je crois même de la préfecture, donc ce sont des policiers. Ils ont une carte de police et ils ont accès automatique à toutes les infrastructures. Donc, s'ils te demandent d'aller au vestiaire, d'aller dans l'épicerie, le stockage ou la cuisine, que sais-je, il faut tout leur ouvrir. Et ils ouvrent et ils font eux-mêmes leurs petites affaires. Donc, ils vont prendre un paquet de ce que l'on aurait reçu, par exemple, un filet de saumon. Ils vont regarder la date, si la date est toujours bonne. Ça, c'est un b.a.-ba, si tu veux. Oui, la base. Ils vont regarder aussi si on relève bien les températures d'arrivée de la marchandise du matin. Il faut relever les températures des marchandises, surtout des poissons et de la viande.
Donc c'est à nous de relever les températures en présence du livreur, du fournisseur. C'est fastidieux. Et donc ça, il faut l'enregistrer, il faut l'écrire. Il faut avoir une traçabilité également sur l'origine des produits, la viande notamment. Il faut la communiquer au client également. Ça doit être inscrit. Donc il faut préciser les allergènes. Il faut que ce soit tout ça affiché et accessible. Il faut évidemment que les cuisines soient propres. C'est évident, mais ça, c'est la première chose qu'ils remarquent. Et généralement, quand ils remarquent que c'est pas propre, ils vont vouloir creuser très très longtemps. Nous, ça a duré à peu près 20 minutes. Ce qui est là même pas ouvert. Mon personnel, c'est presque plein en cuisine, qu'il n'ait pas voulu tout contrôler. Alors c'est eux qui s'amusaient à ouvrir les frigos en disant voyez ici il y a ça, il y a ça. Alors que elle, la pauvre, elle voulait juste s'en aller. Elle avait tout vu ce qu'elle voulait voir. Elle voulait juste s'en aller. Ils ont dit c'était frustré parce qu'ils font beaucoup de travail au quotidien. C'est vrai pour tenir tout propre, classer, mettre sous vide, dater, etc. Parce que quand on retravaille, quand on ouvre un packaging reçu par un fournisseur et qu'on va par exemple débiter une pièce de bœuf, eh bien on a le droit de la remettre sous vide. Par contre, il faut dater la date à laquelle on l'a mis sous vide, par exemple. Et ça se suit dans un cahier. Voilà, donc ils ont beaucoup de travail au quotidien. C'est pas seulement servir des couverts. Et ça, effectivement, je pense que côté client, on s'en rend pas compte, ce sont des coulisses qu'on voit pas. Et niveau contrôle de sécurité, est-ce que c'est à quoi ça ressemble pour toi? Est-ce que c'est aussi stressant qu'un contrôle sanitaire, par exemple? C'est différemment stressant, effectivement, parce que c'est un contrôle sanitaire est inopiné, donc il faut toujours être sur le qui-vive. Un contrôle de sécurité incendie est prévu et organisé, il y a une date. Bon, par contre, ils nous préviennent pas 3 mois à l'avance. Hein. C'est la semaine prochaine, je serai là tel jour à telle heure. T'as pas le droit de dire oui ou non, c'est comme ça. Qui organise ça? Ce sont des agents de la préfecture. C'est la préfecture, exactement pareil. Okay. C'est un autre département, tout simplement. Donc, ils vont venir vérifier ça. Évidemment, les extincteurs, on va passer le b.a.-ba. Ils vont vérifier également que les issues de secours sont aux normes par rapport à la capacité d'accueil que j'ai déclarée. C'est-à-dire, je déclare 200 personnes. Il faut que mes sorties de secours, mes issues de secours soient en correspondance. Selon si c'est une salle du sous-sol, le rez-de-chaussée, mezzanine, etc. Mais ils vont vérifier des choses bien plus larges que ça aujourd'hui. Ils vont vérifier aussi l'accessibilité handicapée, par exemple. C'est eux aussi qui sont chargés de vérifier ça. Donc, si on a une déclaration, parce qu'aujourd'hui, on est tous tenus d'avoir soit une dérogation, soit une déclaration d'accessibilité. Dans mon cas ici, c'est une déclaration d'accessibilité puisque j'ai de toilettes handicapées, j'ai l'accès handicapé également de la porte d'entrée. Voilà, il n'y a pas de marche, il n'y a rien du tout, donc ils accèdent. Et ils peuvent... Enfin, après, ça, c'est pour les fauteuils roulants, mais il faut avoir aussi, normalement, des dispositifs pour les malentendants, pour les aveugles, etc. Faut que ce soit le plus large possible, bien sûr. Et que le personnel soit formé et sensibilisé et formé à ça, à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc ça aussi, c'est leur rôle. Ça rajoute une autre casquette Tout à fait. personnelle. Tout à fait. Est-ce que je trouve que le constat qu'on dit est vrai, à savoir que Paris est devenu moins festive et que les gens auront moins tendance à faire la fête? Je le constate pas. Okay. À titre personnel, je ne le constate pas. Mais comme c'est très difficile de répondre à ça parce que moi-même je sors pas ou peu. Donc, j'ai pas l'occasion de constater ce qui se passe ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de lieux festifs qui marchent bien, mais les mœurs ont un peu changé. C'est plus tout à fait les mêmes styles d'établissements festifs qu'avant. Par exemple, les boîtes de nuit. On peut citer peut-être les boîtes de nuit qui sont maintenant, il y en avait peut-être 9000, je crois, il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, il en reste 1200, je crois. Donc, on a constaté qu'effectivement, les gens ont boudé les boîtes de nuit. Ça ne veut pas dire que la fête n'existe pas. La fête, c'est délocalisé. La fête se retrouve maintenant dans les restaurants, ce qui ne se faisait pas avant. Par exemple, on appelle ça les restaurants festifs. Donc, les bars également, qui ne faisaient pas danser avant, qui maintenant le font de plus en plus, dans la légalité ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais la fête existe. Il y a peut-être moins d'alcoolisation qu'avant. La consommation baisse de plus en plus, c'est vrai, d'alcool. Les gens se reportent sur des options non alcoolisées. Beaucoup de mocktails, ce qu'on appelle les mocktails sans alcool. Ou bien, maintenant, les industriels ont compris qu'il fallait faire de la bière sans alcool. Et même des spiritueux sans alcool. Oui. Donc,
L'offre s'élargit pour le mieux peut-être d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en France, on avait un peu cette sous prétexte de la tradition et de la ouais, des traditions et des habitudes et du terroir, etc. On avait tendance à exagérer un peu et à boire beaucoup, quoi. Hein, tout simplement, il faut le dire. C'est très parisien, parce que je vais te donner un exemple. Alors, moi, tout petit, c'est depuis que je suis ici, je ne bois pas. Mais en revanche, quand je venais il y a quelques années dans des bars, il y avait deux options. C'était soit le Coca, soit l'ice tea avec mes trucs. Et en revanche, il y a un truc que je remarque, comme tu le disais, il y a de plus en plus d'offres de mocktails, mais surtout quand tu vas chez le caviste. Je prends l'exemple de Nicolas au pif. Il y a une énorme cave sans alcool maintenant. Ah. C'est assez dingue. En vin? Ouais, en vin. Ok. Il y a du vin blanc sans alcool qui est plutôt pas dégueu. Il y a du rosé sans alcool, du vin rouge sans alcool, c'est juste du jus de raisin. Oui. Et même du prosecco sans alcool. Donc l'offre est assez impressionnante. En revanche, quand on sort de Paris, c'est quelque chose qui fait très parisien justement. Oui, on se moquait un petit peu de nous à ce sujet. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, ceci dit, hein, parce qu'il y avait pas assez, quoi. Et puis c'était un monopole, comme tu dis, d'industriels comme Coca, Orangina Schweppes, etc. Tu vois. Donc, je trouve que c'est très très bien qu'il y en ait qui se soient mis à ça. Le seul truc que je déplore, c'est que le tarif est le même qu'avec de l'alcool. Et ça, c'est quand même. D'ailleurs, c'était vrai pour le Coca aussi. Hein. On nous vendait un Coca, et même chose qu'une pinte de bière à la limite, le même prix quasiment. Hein. Ouais. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, c'est pas faux. Parce que la TVA n'est pas la même, parce que donc on devrait faire. Moi, mes cocktails sans alcool sont à 6 euros, pardon, et mes cocktails avec alcool sont à 10 euros. Donc il y a une vraie différence, tu vois. Ouais. Et au-delà du côté festif, tu fais beaucoup de soirées d'entreprise et tu me disais que c'était aussi tout un volet événementiel que tu étais en train de développer avec les photobooths, les animations et autres. Oui. Quelle part de travail est-ce que ça te prend et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment des soirées d'entreprise et ce sont des collègues qui viennent te voir et tout? Aujourd'hui, sur des mois, c'est assez saisonnier quand même. Alors, il y en a un peu toute l'année, mais enfin, c'est sporadique. Et ça se concentre énormément sur les mois de fin novembre, mois de décembre énormément, bien sûr, et un peu janvier jusqu'aux 2 tiers du mois de janvier. Comme là, en ce moment, c'est la semaine événementielle aussi pour tout ce qui va être les événements d'entreprise, les pots de fin d'année, on appelle ça. C'est une part très 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 importante aujourd'hui sur notre chiffre d'affaires de fin d'année. C'est 80% du chiffre de décembre, par exemple, tu vois. Et c'est énorme. Bon, il faut dire qu'ils prennent tous les créneaux quasiment de milieu de semaine. Donc, ils vont être présents du lundi au jeudi, sur tous mes établissements, que ce soit d'une privatisation de salle à la privatisation totale de l'établissement. Et il y a beaucoup d'entreprises. Alors, il y en a qui font appel à des intermédiaires, qui sont des agences d'événementiel. Mais il y en a qui viennent en direct nous voir et nous solliciter pour avoir des devis. Et auquel cas, c'est vraiment à nous. D'ailleurs, même quand ils font appel à des agents événementiels, font pas vraiment leur boulot, je trouve. Et souvent, elles viennent même pas le le jour J. Donc, on est vraiment obligé, nous, de tout harmoniser, de tout organiser. Et ça prend énormément de temps. Il faut vraiment être présent de A à Z parce que il y a des interventions au micro, il y a du photobooth à installer, à prévoir, il y a une infrastructure, il y a de l'organisation, bien sûr. En amont, il y a énormément d'approvisionnements qui peuvent pas se faire par le biais de fournisseurs habituels parce que c'est plus du traiteur sur ces soirées-là. Donc, il faut trouver des approvisionnements alternatifs sur ces périodes-là. Et ça, on est obligé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de livraison sur ces créneaux-là. On pourrait, mais nous, c'est vrai que moi, je préfère un peu travailler à l'ancienne. Je vais chercher ce dont j'ai besoin parce que je veux être sûr, je veux pas stresser de pas avoir ce qu'il faut pour les soirées très importantes et prévues depuis 2-3 mois qui pourraient arriver le lendemain ou le surlendemain. Donc moi je préfère aller chercher tout ce qu'il faut pour organiser ça. Donc voilà, très énergivore et très chronophage sur cette période-là. Du devis, de la période où on échange beaucoup par mail, on décrit les établissements, on envoie des plaquettes qu'on a préalablement préparées, réalisées, avec des photoshoots, etc., des descriptifs. Et on n'avait pas de ChatGPT encore pour nous aider à faire ça. Et donc, du coup, de la première prise de contact avec ces entreprises qui forcément font plusieurs devis. Donc, faut être un petit peu séduisant aussi dans la réponse et dans l'offre. Donc, faut faire des devis qui sont remaniés 15 fois avant d'arriver exactement au budget
qu'il faut et au type de prestation qu'il faut. Ensuite, l'approvisionnement, la préparation, le staffing. Faut tout organiser, voilà, faut, tu disais tout à l'heure, photoboost, l'agent de sécurité, les DJ, et faut vraiment être sûr que ce jour-là, ils soient tous là, hein. Faut pas qu'ils oublient, donc faut les relancer régulièrement. Donc, évidemment, là, c'est la période la plus intense. C'est tous les jours, le soir jusqu'à pas d'heure. Et déjà, le soir, on est en train de reparler de celle du lendemain. Et le lendemain matin, il faut aller s'approvisionner des choses qui vont manquer parce qu'il en manque encore tout le temps. Voilà. Et il y en a pas aussi un tout petit peu avec l'arrivée des beaux jours, un peu plus des retraites d'équipe, j'ai envie de dire, Moins. des vacances. Ok. Il y en a, mais c'est rare. Il y en a un petit peu, mais c'est rare. Et quand les beaux jours vont arriver, il y a aussi la thématique de la gestion des terrasses qui est très casse-tête avec. Alors pour moi, c'est simple. Là, j'ai pas de terrasse. Comme ça, je me prends pas la tête. Non, j'ai aucune terrasse dans mes établissements. Mais t'avais une terrasse en extérieur? Ici? Non, c'était pendant le Covid. On avait eu le droit, souviens-toi, la tolérance de s'installer comme on voulait, surtout après le premier confinement. Là, il y avait aucune autorisation à demander. On mettait les chaises un peu n'importe où. Et j'avais eu la chance d'avoir des travaux dans la rue. Donc, je m'étais permis d'installer une sorte de terrasse puisque la rue était quasiment bloquée. Donc j'avais une terrasse avec effectivement à ce moment-là. Mais sinon, je n'ai pas droit de terrasse. Mais c'est un choix que toi tu as fait de te dire que je ne veux vraiment pas avoir à gérer une terrasse? Non, c'est pas vraiment ça. C'est que j'ai préféré privilégier des établissements avec une grande surface intérieure. C'est quand même assez rare d'avoir des grandes surfaces intérieures et une terrasse. C'est généralement des brasseries un peu, voilà, qui font des angles ou quoi et qui ont une terrasse. Mais les intérieurs sont petits. Souvent. Voilà. Ou alors elles appartiennent déjà à des très grands groupes et elles sont pas à la vente, quoi. Donc moi j'ai trouvé des établissements effectivement qui répondaient plus à mon besoin aussi de soirées festives. Donc c'était plus voilà, pour accueillir des gens en intérieur qui puissent faire la fête en intérieur, diffuser leur musique, privatiser pour des anniversaires, faire des karaokés ou des choses comme ça qui pouvaient donc il me faut de l'espace en intérieur plus. Donc c'est pas vraiment un choix, c'est un choix implicite. Okay. Et je voulais savoir à quoi ressemble une journée type pour toi. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de livraisons, mais emmène-nous avec toi dans la journée type dans la vie de Marc. Alors, ça a beaucoup changé au fil des années quand même. Hein. Quand j'ai commencé, je prenais, c'était ma première petite affaire qui devait faire 60 places, je crois, dans le 10e arrondissement là-bas, à côté des grands boulevards, enfin au Grand Boulevard. Et je me souviens que je prenais mon caddie à roulette là. Et que j'allais avant le matin, en arrivant à 9h, 10h du matin, j'allais chercher au bout de la rue, il y avait des marchés, et j'allais m'approvisionner en salade, en tomates, c'était trop mignon. Et d'ailleurs, j'avais toujours du mal, je me souviens, mon chef, que j'avais repris un établissement avec un chef, et j'avais pas d'autre personnel, mais il y avait ce chef, et donc moi, je m'occupais de la salle. On a commencé très très petit, on était 2 en salle et un seul en cuisine. Ça pour te dire, on faisait une quarantaine de couverts et tout ça. Et donc, mais par contre, c'était vraiment de la cuisine maison, tous les jours, des plats du jour, etc., à l'ancienne, avec ardoise bistrot, quoi, tu vois. Et donc, je prenais mon petit caddie et j'allais au bout de la rue et j'allais faire mon petit marché comme ça. Et je me souciais ni du prix, tu vois, je regardais pas les prix d'achat. J'avais pas cette mécanique-là où il fallait faire attention à chaque prix. Je prenais des trucs beaucoup trop chers et pas les bonnes quantités. Bien sûr, j'avais pas cet œil encore professionnel parce que je me suis passé de responsable qui ne s'occupait pas de ce genre d'approvisionnement à patron en gérance, tu vois. Et donc je me suis retrouvé où mon chef, je revenais avec mon petit caddie, il me dit mais tu sais là les 2 kilos de poulet, je vais pas en faire grand chose quoi, parce que ça va partir dans les 3 premières assiettes, enfin j'exagère, mais dans les 10 premières assiettes, mais il va m'en manquer 30 encore. Donc tu vois, ça a été j'ai appris sur le tas comme ça. Et donc j'ai commencé mes journées comme ça, et puis après je faisais mon service du midi, donc je servais les gens, que ce soit les boissons, la nourriture, etc. Je débarrassais, j'encaissais, je faisais tout. Donc de A à Z dans la journée. Et le soir, je fermais pas. D'ailleurs, je restais ouvert toute la journée. Le soir, je faisais à nouveau mon service. Je dressais pour le soir. Je faisais mes petites bougies, machin et tout. Et je faisais jusqu'à la fermeture comme ça, 2h du matin. J'animais, je mettais les bonnes musiques qu'il fallait, etc. Et voilà, j'essayais de faire marcher mon réseau pour démarrer comme ça. Aujourd'hui, mon quotidien a un petit peu changé, mais pas tant que ça. Mais aujourd'hui, je m'occupe beaucoup des réservations. Je me mets à 100% disponible de 9h du matin
jusqu'à 2 heures du matin. On pas la réservation à 2 heures du matin Mais dont on parlait. on en a parlé et elles existent. Alors, parfois, je m'autorise d'y répondre que le lendemain, mais il arrive quand même que j'y réponde le jour même. Mais j'essaye de toujours rester à peu près à flot pour ne pas avoir trop à remettre au lendemain. Parce que sinon, le lendemain, ça recommence dès 9 heures du matin, il y a déjà du retard. Parce que les gens commencent à réserver dès 7 heures. Hein, donc, moi, je commence ma journée en gros vers 9 heures à peu près. Au café, et là, oui, bim, je défile toutes les demandes et je réponds individuellement à chaque personne, voilà, avec plus ou moins les outils modernes dont on dispose, donc des choses pré-enregistrées, mais souvent je personnalise, donc je réponds beaucoup. À 9 heures du matin, en gros, c'est ça. Je vérifie sur tous les groupes parce qu'on a créé des groupes pour chaque établissement, donc je vérifie que les livraisons soient bien arrivées. Donc chaque personne qui arrive le tôt le matin, généralement c'est les personnes qui font le ménage et qui font la réception aussi des marchandises. Donc c'est elles qui nous envoient les photos sur les groupes avec les factures pour vérifier que tout soit bien arrivé. Qu'est-ce qui peut manquer pour le service du midi, du soir, que sais-je. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la routine du matin, rechecker tous les messages des fermetures éventuelles si j'ai pas fait les fermetures des établissements, si tout s'est bien passé. Comme je te disais, il y a des groupes et donc c'est fait aussi pour ça, pour débriefer sur les journées. RAS, tout va bien, tout s'est bien terminé, on a fait tant, etc. Voilà pour le réveil. Après, je faisais beaucoup de services. Généralement, j'allais toujours dans un restaurant, dans un établissement, et je rejoignais l'équipe pour faire un service. Donc, quand je dis je rejoignais, c'est que récemment, je les rejoins plus à 14 heures qu'avant, j'arrivais à midi et puis je faisais un service avec eux. Aujourd'hui, c'est plus 14 heures. Mais c'est parce que tu as des livraisons à faire, c'est ça? En journée? Ouais. Non, c'est parce que aujourd'hui, la part d'organisationnel me prend beaucoup plus de temps qu'avant. La part, surtout le pôle réservation, parce que je relance également. Ah oui, ce que je fais aussi beaucoup le matin, c'est les SMS. J'envoie les SMS à chaque personne qui a réservé dans tous les établissements pour être sûr que peut-être que t'en as reçu aussi de temps en temps. Je m'assure pour les réservations de groupe, pas même d'individuels, que les gens vont bien venir le soir, ce qui m'évite les no-shows, ce qu'on appelle les no-shows. Parce qu'il y a aucun logiciel qui évite vraiment le no-show. Ça arrive très souvent que les gens réservent et finalement changent d'avis au dernier moment, surtout quand arrivent les beaux jours. Ah tiens, aujourd'hui il fait beau, finalement on va plutôt aller en terrasse que de s'enfermer dans un restaurant dans lequel on a pourtant réservé. Alors, je comprends, c'est compréhensible. Par contre, c'est vraiment problématique parce que on a gardé cette table-là sur confiance, sur la confiance, on l'a gardée et on l'a pas du tout, on a refusé à d'autres clients de la donner. Donc ça, c'est très très embêtant. C'est pour ça que de plus en plus de restaurateurs demandent des déposites, des empreintes. Une empreinte de carte bancaire, oui. Voilà. Alors moi, ça me gêne pour les petits groupes, ça me gêne pour les individuels. Par contre, nous le demandons pour les groupes de 20 personnes. À partir de 20 personnes, on demande ça pour être sûr. Alors, vraiment que ce soit une personne que je connaisse très bien et de longue date et qui m'a jamais planté, entre guillemets, hein. Mais ouais, on est obligé d'utiliser ce genre de système. Donc, j'envoie les SMS le matin et en fonction des réponses des gens, je vois si je peux accueillir d'autres, refuser ou accueillir d'autres personnes pour le soir même. Ça, c'est un point très important de la journée. Je t'ai posé la question de la livraison parce que je t'avais vu faire une livraison justement. Oui, j'en fais souvent aussi. Une fois par semaine, j'y vais chercher moi-même. Ouais, je t'ai vu avec un gigantesque plateau de champagne, d'alcool. Oui, ça m'arrive de devoir aller acheter les compléments chez les grossistes alimentaires professionnels comme Métro par exemple. Ouais. Et tu nous as parlé du caddie, mais c'est quoi ton premier geste ou rituel en commençant la journée de travail? Alors, il y avait le caddie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone. Malheureusement, c'est ça. Bah oui, c'est le café et le téléphone. C'est ça. Et ça a vraiment remplacé énormément de choses beaucoup de gestes qu'on pouvait avoir. Enfin, c'est vrai qu'aussi peut-être que c'est la fonction qui diffère et surtout le mode de travail qui diffère. Moi, je suis moins dans l'exploitation aujourd'hui, ou en tout cas plus le soir. Donc en journée, je me dégage un peu plus de temps pour la partie organisationnelle, gestion et réservation, comme je te le disais. Et qu'est-ce qui surprend toujours ceux qui découvrent ton métier de restaurateur? Qu'est-ce qui les surprend quand ils découvrent mon métier? C'est-à-dire quand ils commencent à travailler dans la restauration ou des gens de l'extérieur qui nous observent? Des gens de l'extérieur qui observent. Par exemple, moi, là, j'ai été surprise d'apprendre au Food le travail qu'avaient les gens qui travaillent avec toi pour tout ce qui est contrôle sanitaire, pour tout ce qui est réception ou autre. Mais est-ce que tu as d'autres éléments qui peuvent être surprenants?
C'est encore une fois, hein, j'ai envie de dire, ce qu'on soupçonne pas, c'est la charge émotionnelle qu'il faut donner ou accepter de recevoir chaque jour du fait de travailler avec des humains tout le temps, constamment, et plus le nombre d'humains est important, plus cette charge est importante également. Voilà. Dans ce métier, on est à la fois psychologue, on est grand frère, on est ouvrier, on est conseiller, enfin vraiment, on a beaucoup plus de casquettes et on doit vraiment tout le temps changer de facettes comme ça. Je pense que les gens s'y l'imaginent pas, et quand ils commencent, par exemple, il y en a beaucoup qui commencent à travailler plus tardivement dans ce métier. Déjà, il y a beaucoup de gens qui idéalisent ce métier parce que c'est un métier super agréable parfois, où oui, on travaille en musique, tu le disais tout à l'heure, donc ça peut être super sympa. Il y a des gens qui s'amusent, il y a un petit peu d'alcool, donc c'est festif. Il y a beaucoup de joie, hein, donc il y a toute cette charge. Quand je dis charge émotionnelle, c'est aussi positif, hein. C'est pas seulement de la charge négative. Mais c'est épuisant. Ça t'aspire parfois. Certains font des burn-out, quoi, hein. Donc, et d'autres qui se mettent tardivement dans ce métier parce que ils ont rêvé toute leur vie d'avoir leur propre établissement et tout, en reviennent, et finalement, malheureusement, ça se passe pas toujours comme dans leur rêve. Alors, Et oui, il faut être comptable aussi. ah oui, c'est vrai. Faut être comptable aussi. Faut être électricien, faut être non, mais on n'imagine même pas. Je veux pas voilà, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est simplement que je pense qu'on n'est pas tous faits pour ce genre d'abnégation, et on n'a pas tous envie de. C'est pas vraiment un sacrifice pour les gens, pour nous, parce que nous on adore ça. Donc c'est pas. Mais si tu veux, il y a un stade par lequel il faut passer pour effectivement, si tu as cette motivation-là derrière, cette vocation-là, tu vas le passer si tu veux. Il y a quand même un sacré goulot d'étranglement avant de pouvoir accepter autant de dons de soi, si tu veux. Voilà. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir dans ce métier? Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Énormément. Il y a eu les fêtes de la musique, c'est toujours génial. Les fêtes de la musique, il y a toujours une liesse comme ça. Il y a jamais d'agressivité. C'est pas comme les 31 décembre ou des fêtes comme ça un petit peu où on sait pas pourquoi il y a des dates comme ça où il y a un petit peu de négativité ou d'agressivité ou de tension. Les fêtes de la musique, jamais. Et il y a vraiment des mélanges qui se créent, qui sont tout à fait improbables, avec des gens de tous les âges qui se mêlent et qui se mélangent dans la rue sans aucune autorisation, aucune. Et c'est toujours très, il y a des liesses incroyables comme ça. J'ai un très très bon souvenir aussi de l'élection américaine, malheureusement qui s'est mal terminée parce que c'est Trump qui a été élu. Mais cette soirée était exceptionnelle, exceptionnelle. Il y avait des milliers de personnes qui étaient réunies dans cette rue. Parce que il y a le Harris Bar qui est en face de chez nous et qui organise tous les 4 ans les élections, les fausses élections, c'est-à-dire en fait ils font venir leurs clients habitués et ils les font voter. Je sais pas si tu as entendu parler de cette tradition-là. Vaguement. Bon, Ça me dit ça vaguement existe quelque et c'est chose. vrai, je l'ai constaté. Et donc il y a le tirage. Enfin, il y a le tirage. Ils ouvrent les urnes le jour J. Et il y a la presse qui est conviée, etc. Et ça, il y a un monde pas possible qui vient assister à l'ouverture des urnes. Et ils ne se sont jamais trompés dans les résultats, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement, parce que ça dépend. Parfois, il y a eu des bons présidents qui ont été élus, mais depuis les 20 dernières années aux États-Unis, il n'y a pas eu beaucoup quand même. Bon, bref, tout ça pour dire que ça, c'était une soirée exceptionnelle où les clients habitués, et les clients en général, les Américains et tout, ne peuvent pas rentrer parce que c'est que la presse qui est conviée ce soir-là, et c'est très petit, hein, le Harris Bar. Donc, en fait, tout le monde, les milliers de personnes se retrouvent dans la rue. Et nous, on avait ouvert évidemment toutes les baies vitrées et il y avait des centaines de personnes à l'intérieur. On avait mis toutes les aux couleurs des États-Unis. On avait mis évidemment la retransmission des élections sur tous les écrans. J'avais installé un panneau de basket à l'extérieur pour le côté un peu américain. J'avais un bar également dehors. Enfin, c'était vraiment top, génial. Un très très beau souvenir d'une belle fête qui s'est malheureusement, alors pas si mal terminé parce qu'il s'est rien passé, mais je veux dire que le résultat des urnes évidemment a été un peu décevant et donc ça a retombé un petit peu à vers 4-5 heures du matin. Mais voilà. C'était l'année dernière?
C'était, oui, contre, oui, c'est ça. Oui, parce que du coup, il y avait l'année dernière et 2016, malheureusement. Ben On ouais. a dû revivre l'élection de Ben, Trump c'est deux ça. fois. 2024, c'était. Ouais. Donc, voilà, 2024. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'était génial. C'était vraiment super. Et il y a et parfois des soirées complètement improvisées. Je dis toujours des soirées parce que forcément, moi, je travaille beaucoup plus le soir que la journée. Donc, c'est souvent des soirées complètement improvisées où je ne connais absolument pas les clients qu'on réservé, mais il se trouve qu'il y a une harmonie qui se crée et un élan de positivité qui fait que vraiment il y a des belles fêtes qui se créent de façon. Toi, tu me disais tout à l'heure, est-ce que Paris n'est plus la ville festive que c'était? Je suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Moi, je le ressens pas comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a justement, j'avais parlé des fêtes du 31, de la fête de la musique. Est-ce qu'il y a des fêtes où tu sais que tu as un peu touché un mot, où c'était un peu plus compliqué, par exemple le 31, Ouais. ou d'autres événements qui sont pas liés à une fête, mais qui peuvent être assez chiants, typiquement Oui. les soirs de match. Alors, les soirs de match, faut choisir ses matchs. Faut s'y connaître un petit peu en football suffisamment pour savoir qu'il y a des équipes qui s'apprécient pas. Et donc, des supporters qui potentiellement pourraient rentrer en conflit. Et donc dans ces cas-là, soit ne pas diffuser, soit prévoir une sécurité, puis un accompagnement dans la soirée. Voilà, pour que ça se passe bien. Et généralement, ça se passe très bien parce que on n'est pas des établissements non plus où il y a des rendez-vous de fans absolus. Donc, ça va, tu vois. Rien à voir avec des fêtes, mais les soirs de pleine lune. Les soirs de pleine lune. Je t'apprends quelque chose. Oumou, les soirs de pleine lune, évite de sortir. Il y a les soirs de pleine lune, toujours un phénomène de tension, je dirais pas forcément d'agressivité, mais vraiment une espèce de tension dans l'air. Voilà. Et ça, je le remarque depuis que je suis dans la restauration quand même. Hein. Donc ça fait longtemps, tu vois. C'est pas d'hier. Et j'ai remarqué toutes les soirées problématiques avec des conflits, des vrais conflits, c'était les soirs de pleine lune. Et on le sent dès le début de soirée. Et là, je sors et je regarde et je dis, mais c'est la pleine lune, j'ai compris. Tout s'explique. Et après, tu trouves des moyens pour adoucir les mœurs. Tu vois, tu changes de musique. Tu mets des musiques un peu moins, voilà. Tu varies aussi les styles de musique. Tu mets quelque chose d'un peu plus girly pour adoucir les mœurs. Et voilà, généralement, ça retombe un peu comme ça. Et et à l'inverse, à un moment où c'était particulièrement difficile. Difficile. Et difficile. La gestion je vais revenir au Covid parce qu'effectivement, c'est des soirées très difficiles à gérer. Il fallait faire la loi un peu. On était les garde-fous d'un contrôle, du respect de la loi. C'était hyper déstabilisant parce que nous, on est là pour mettre les gens à l'aise et on nous demandait à peu près tout l'inverse. C'est-à-dire on nous demandait de les contrôler dès l'entrée, souviens-toi, savoir s'ils avaient leur passe sanitaire. C'était quelque chose de profondément dérangeant pour tout le monde en général, mais dans notre profession spécialement. Parce que on est censé accueillir les gens au mieux et les mettre à l'aise dès l'accueil, dès l'entrée de l'établissement. Donc c'était vraiment, ça allait à l'encontre total, à l'opposé de tout ce qu'on nous avait appris pour dans le milieu de la restauration. Ils avaient à un moment donné aussi, alors bon, je te passe les moments où il fallait respecter des distances. Inoubliable. Je les passe parce que dans l'absurde, on n'a pas fait beaucoup pire, bien. Enfin, on n'a pas fait pire, voilà, bien pire en tout cas. Les distances de 60 centimètres, je ne sais combien, tu sais. C'était 60. C'était 60. Oui. Et surtout, alors, si on a fait encore pire dans l'absurde, puisqu'il fallait que les gens soient assis. Parce que le Covid attaquait spécifiquement les gens debout. C'était assez connu comme phénomène. Donc, fallait pas que les gens soient debout. Il y avait un nombre d'absurdités comme celle-ci incalculable. Et si on devait tout mettre bout à bout, autant fermer. Il y a beaucoup qui ont préféré fermer pendant les confinements. C'était mon cas. Et après, il y a eu des ouvertures partielles. On avait le droit que à être en extérieur, mais avec des distances de sécurité, avec le masque et tout. Alors, je dis pas que le Covid a été quelque chose d'anodin, bien sûr. C'est pas ce que je dis. Je dis que les restrictions ou les libertés dont on était obligé d'appliquer ou dont on avait le droit étaient juste absurdes. C'est tout. À appliquer, ça n'avait aucun sens, quoi. Voilà. Donc, il aurait fallu tout simplement dire, bah non, on interdit tout.
où on autorise tout, mais voilà. L'être humain, il est pas fait pour être derrière des masques, il est pas fait pour être à une distance de sécurité d'un autre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et on va parler de l'humain. Est-ce que tu as une typologie de client que tu considères qui est la plus chiante possible? On va être franc. Et une typologie de... C'est quoi cette question? Le pire pour moi, c'est surtout ceux qui veulent tout en ne payant rien en échange, forcément. Mais alors ça, c'est, que ce soit dans le milieu de l'entreprise ou dans le milieu des individuels, je ne sais pas comment ces gens-là vivent depuis qu'ils sont nés. Moi, on m'a toujours appris que si on voulait quelque chose, il y avait forcément un coût à chaque chose, si tu veux. Eh bien, apparemment, on leur a pas appris ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment eu tout depuis le début sans avoir à débourser quoi que ce soit. Là, tant mieux pour eux. Mais tant mieux pour eux, hein, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais c'est énorme. C'est vraiment dingue. T'as une anecdote en particulier? Ah, mais si tu veux, il y en a tellement tous les jours que je pourrais te faire lire des mails de demandes. C'est des basket, par exemple? Non, c'est des demandes de réservation de salle, donc de mise à disposition d'une salle où il n'y aurait absolument aucune contrainte en face. C'est-à-dire que moi, en gros, je devrais mettre à disposition une salle gratuitement, sans pour autant avoir une compensation financière, quelle qu'elle soit. Donc la personne devrait pouvoir rapporter sa nourriture, rapporter ses boissons, ne pas payer la location d'une salle, et qu'en plus on mette à disposition du matériel, bien sûr, pour qu'elle puisse diffuser sa musique, qu'elle puisse manger avec des vrais couverts, des vraies assiettes. Mais c'est pas du tout une anecdote, ça arrive très souvent. Ah oui. Et ça, je me demande comment ces gens-là ont réussi à ce qu'on leur dise oui, pareil, à d'autres moments. C'est pas possible. Qui a accédé à ces demandes-là? Ça, pour moi, c'est le pire. C'est le pire parce que je comprends pas cette psychologie. Et j'aime bien comprendre les gens. Et là, je me retrouve bloqué. Tu vois, il y a un mur là que j'arrive pas à franchir. Et je sais que tu es très proche de tes clients et que tu les apprécies beaucoup. Mais la typologie inverse, du coup, entre guillemets, des clients les plus adorables possibles. Heureusement, c'est la majorité. Heureusement, c'est la majorité. Et là, tu te dis, mais c'est injuste parfois. J'ai réservé tel espace, le meilleur espace de l'établissement parce que j'ai eu la personne que au téléphone. Alors, on essaye toujours d'avoir un contact et une proximité au téléphone qui fait qu'on va pouvoir déceler si la personne va être agréable, si elle est d'une bonne dynamique, si elle va être un moteur d'énergie positive dans la soirée. Donc, on essaye. Mais on peut pas toujours. Des fois, on prend juste une réservation, tout bêtement, qui arrive par Google, si tu veux. Donc, c'est impersonnel. Hein, donc, voilà. Et ces personnes-là ont réservé tellement longtemps en avance qu'elles ont la meilleure place dans l'établissement. Et là, au contraire, on voit arriver nos clients habitués ou pas habitués, mais des clients qui arrivent, qui ne sont jamais venus, qui sont les plus adorables du monde, qui vont, ce qui ne gâche rien, très bien consommer, s'amuser, etc. Être hyper positif, danser, avoir le mot sympathique, et qui ont la pire place de l'établissement parce qu'il reste plus que ça, tu vois. Et ça me fend le cœur toujours. Je me dis c'est quand même dommage. Mais qu'est-ce qui distingue, à part le fait de vouloir payer, qu'est-ce qui distingue le client chiant du client adorable? C'est une question d'attitude en vrai. J'estime quand on sort, que ce soit le midi ou le soir. Bon, le midi, parfois, c'est des déjeuners d'affaires. Hein. On n'est pas obligé de sauter sur les tables et d'être en extase devant le serveur ou de l'applaudir quand il passe avec des plats. C'est pas ça. Mais il y a un petit... Je sais pas, si tu veux, il y a des échanges qui ne coûtent rien et qui peuvent tout changer dans les journées de tout le monde, si tu veux. Que ce soit au restaurant ou dans les transports en commun ou n'importe où ailleurs. À la pharmacie, à la boulangerie, que sais-je. Et finalement, c'est ça, en fait, l'important. C'est le plus important de tout. Et il y a des gens qui vont pouvoir dépenser des fortunes et qui sont désagréables du début à la fin. Et ça m'intéresse pas non plus, si tu veux. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'harmonie dans l'endroit et ça chaque jour. C'est heureusement la plupart du temps le cas et on fait en sorte que ce soit le cas. Et généralement, j'aime bien penser que les gens avec des esprits négatifs se sentent pas forcément bien chez moi et donc vont pas forcément revenir. Parce que c'est trop positif. Il n'y a pas de terreau à l'agressivité ou à la négativité. Et ça les gêne, ça. Et il y en a, je les vois, je les ressens. Ça t'est déjà arrivé de ressentir quelqu'un qui a un mauvais fond? Quelqu'un qui
Je te parle pas de quelqu'un qui va être un déséquilibré ou qui va avoir une maladie mentale dans la rue ou dans le métro. Je parle de quelqu'un qui va avoir un discours assez sensé et tout, mais tu sens que c'est une personne qui a du ressenti ou qui a une énergie négative. Tu l'as ressenti plein de fois, ça. Alors quand on est amené à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec ces gens et être obligé de les servir et d'être à leur disposition, ce qui est notre métier, avec grand plaisir, ça peut être, et qui sont en promiscuité avec d'autres, qui sont eux, pour le coup, ils se demandent juste à s'amuser, à être positifs et tout. C'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Donc on fait en sorte, on sait le faire aussi, que ces gens-là se sentent pas bien. Ouais. Alors, tu m'as apprise pour la pleine lune, mais j'ai un truc à t'apprendre. Ah, c'est un phénomène j'adore. très étudié, ce que tu viens d'évoquer, qui s'appelle les vampires énergétiques. Mmh. Ce sont en fait des personnes. Alors, il faut savoir que j'ai appris très récemment qu'il y a 2 catégories de vampires. Il y a les vampires qui vont Bah, ils sortent à la pleine lune, hein, je pense. Hein. C'est les vampires, c'est normal. les deux. Mais en fait, il y a la catégorie de vampire qui va bouffer du sang, et il y a une autre en fait qui est moins évoquée dans tout ce qui est culture populaire, qui va juste te bouffer ton énergie. C'est-à-dire Ouais. que ce sera la personne qui va pas savoir ce qu'elle veut faire et tout, et qui va être très lente, qui va être. Et en fait, plus elle te bouffe ton énergie, plus elle se nourrit. D'accord. D'où le mot vampire énergétique. Donc, il bouffe Ok. pas ton sang, mais il bouffe ton énergie vitale en fait. Mmh. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans nos métiers, qui se font des carapaces comme ça et qui arrivent qui arrivent à se protéger de ça au bout d'un moment. Les professionnels de ce métier-là. Alors après, c'est souvent le cas d'ailleurs à Paris ou dans les grandes villes. On a l'impression qu'ils sont froids, ces gens. Tu sais, le service un peu à parisienne qui est un peu froid comme ça. Oui, mais en fait, c'est parce que ce sont des gens qui ont été obligés de se mettre un peu des boucliers comme ça pour éviter ces phénomènes de pompage d'énergie, tu vois. Mais tu as touché un tout petit peu à ma prochaine question, parce que toi aussi, tu as un super pouvoir. Quels sont les clichés qui sortent sur le métier de restaurateur? Ben ça, le mauvais caractère. Souvent, on pense que enfin, il y a aussi cette pensée-là. Peut-être moins dans les grandes villes, mais je sais qu'en province beaucoup, où le restaurateur est un peu un escroc. Comment ça, il nous vend une bavette à 20 euros alors qu'il l'achète à 3,50 €. Tu vois? Et il y a souvent ce truc. Enfin, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Alors, c'est difficile de refaire l'instruction des mathématiques à tout le monde, si tu veux. Mais il faudrait peut-être qu'une bonne fois pour toutes, quelqu'un prenne la parole et explique au monde entier comment fonctionne une économie. Tu vois? Et malheureusement, on est obligé de payer un loyer, on squatte pas. On est obligé de payer les gens aussi, tu vois, à la fin de l'année. Enfin, à la fin du mois, pardon. Il y a tous ces paramètres qui sont pénibles, oui, mais on est obligé de les payer. Donc on peut pas faire à prix coûtant, ça se saurait. Non. Et ça aussi, tu avais un peu commencé à toucher sur le sujet en parlant d'une forme d'abnégation qui est vraiment nécessaire pour faire le métier, à savoir faire le comptable, le psy, la personne qui va gérer les résas. Mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier? Par exemple, s'il y a une personne qui a envie d'acheter son restaurant. Je vais pas le faire. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment se connaître. C'est le conseil, le numéro 1, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de fréquenter des gens qui font ce métier depuis très longtemps, de s'essayer soi-même plusieurs fois pendant de longs mois, de côtoyer ces personnes qui le font à temps plein, de travailler soi-même dans des restaurants mais au plus près de la gestion. Et de tout faire à tous les postes avant de se lancer soi-même. C'est-à-dire aller faire un petit stage de 1 mois en cuisine, un petit stage d'1 mois en salle, un petit stage d'1 mois avec dans la gestion, ou je sais pas, tu vois. Mais c'est se lancer comme ça et puis après de le connaître bien, c'est se faire un vrai bilan de compétences et savoir si en face les sacrifices qui sont demandés, eh bien en fait ta personnalité est capable de les accepter, quoi, tout simplement. Voilà, parce que une passion, c'est pas suffisant. Hein. Dans plein de métiers, c'est le cas, hein, mais dans la restauration, c'est encore plus le cas. Est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire que tu aimerais préserver? Oui, ce qui me gêne de plus en plus, la street food, c'est super. J'ai rien à dire. Je veux pas cracher sur. Je ne parle pas vraiment du niveau de qualité d'alimentation. C'est pas ça le sujet.
Il en faut de la street food. Hein. Il y a des moments de la vie ou de la journée ou de la semaine plutôt, on a besoin de manger vite pendant qu'on fait autre chose et la street food y répond parfaitement. Mais l'offre street food s'étend. Le phénomène c'est étendu au phénomène de livraison à domicile, ce qui peut être très pratique aussi. J'en consomme de temps en temps. C'est diversifié aussi par des magasins sans aucun personnel que je viens de voir là il y a pas très longtemps. Donc tu rentres avec ta carte bleue, tu te sers toi-même, tu te prends un petit panier, tu te sers et tu vas à la caisse et tu payes. Mais je veux dire, tu payes pas à quelqu'un, tu payes à un robot à la caisse automatique si tu veux. Donc tu n'as rencontré personne pendant ce moment-là. Et ce qui me gêne dans tout ça, c'est évidemment du coup qu'il n'y a plus aucune convivialité dans dans le fait de sortir déjeuner, de sortir dîner si tu veux. Il y a plus ce service-là, il y a plus l'humain derrière. Plus on va avancer dans cette direction, moins le rituel du déjeuner ou du dîner, comme c'est dans beaucoup de cultures, une tradition de partage, une tradition d'échange, de sortir aussi du quotidien, de récréative aussi parfois quand on parle des restos festifs ou même le déjeuner, la coupure du déjeuner dans un restaurant, de vraiment couper sa journée de travail en ne parlant pas forcément de travail, tant que faire se peut. Quand on sort avec des collègues, je sais pas, c'est drôle de critiquer Jacqueline de la compta ou Jean-Michel du RH. Et voilà, et on coupe un peu de tout ça, ou de parler de foot ou de je sais pas quoi. Je trouve que on va finir par s'enfermer dans des automatismes, des aseptisations. Et si l'être humain continue comme ça, on perd beaucoup d'humanité justement. On se déshumanise vachement et on tend vers des schémas un science-fiction quoi, tu vois, un peu futuriste comme ça dans les pires films du futur où tout le monde porte les mêmes vêtements, tu sais, et où ils sont obligés où ils n'ont pas le droit de parler, où ils n'ont pas le droit de dire telle ou telle chose, enfin tu sais, tout est aseptisé. Qu'est-ce que ce métier a changé en toi comme personne? Tu ne fais plus tes courses le matin avec le Kushikaki? Oui, non, et bah oui, ça m'a forcément appris un petit peu à prendre du recul sur pas mal de situations, pas mal de choses sur l'imperfection à laquelle on avait droit aussi, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé que tout le monde soit parfait, que tout le monde vienne à l'heure, que moi je fasse jamais d'erreur, que tout le monde compte bien les choses, que tout le monde soit honnête. Tu vois, c'est Alice au pays des merveilles. Et voilà, ça m'a appris à comprendre que ça c'était pas possible en fait, parce qu'on est des humains encore une fois, tout simplement. Donc on a les qualités de nos défauts et l'inverse. Mais ça m'a appris ouais, parfois de façon forcément un peu difficile. Forcément. Je pense notamment à des vols de plus ou moins ou très grande ampleur que j'ai subis dans ma carrière ou des gros problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Enfin aujourd'hui non, que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière, qui ont été des problèmes judiciaires, de responsabilité, parce qu'on ne s'imagine pas le niveau de responsabilité que l'on peut avoir. Si ton métier était une image, laquelle ce serait? Le métier était une image. Dans quel sens une image? Est-ce que tu as une image avec... C'est pas le long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Moi j'ai plusieurs métiers en un si tu veux. Donc il y a le côté festif, il y a le côté restauration. Pas facile parfois d'harmoniser tout ça, tu vois. Donc c'est voilà, tu vois une boule à facettes avec un grand sourire. Mais c'est ça, mais c'est une boule à facettes. Une boule à facettes avec un grand sourire, c'est important. Ouais. Donc une sorte d'emoji boule à facettes qui aurait un sourire. Tu vois, c'est un truc, faut créer ça. Bah, on va créer ça. Mais je trouve que ça te correspond bien. Alors, on va parler d'avenir, parce que tu as plein de super pouvoirs et que tu sais prédire l'avenir. Donc, comment vois-tu l'avenir de ce métier dans 20 ans? Ben, j'espère qu'il va pas dans le sens. J'espère qu'on va réussir à sauvegarder ce que je te disais tout à l'heure et c'est en rapport à ton autre question de savoir quelle tradition j'aimerais bien qu'il soit conservé. Ben, c'est justement ça qu'on essaye de conserver les convivialités et tant pis si parfois ça crée des problèmes parce que les êtres humains, mais entre eux, voilà, il y a des frictions parfois pour diverses raisons. Mais qu'on arrive à garder la présence de l'humain dans nos rituels. Dans nos rituels de fête, de restauration, d'événements ludiques et parce que si on se renferme comme on est en train un petit peu de le faire, si on reste un petit peu chacun dans son coin, ça peut créer tout autre chose justement que des choses aseptisées sans aucun service
Et je crains qu'on aille dans ce sens, malheureusement, ouais. Donc ça, ce serait la tendance pour les 20 prochaines années. Ça et des QR codes partout. Malheureusement, ouais. On sera plus à la page. Ouais. Mais la capacité de l'humain à créer du lien me surprendra toujours. C'est ça. Ouais. Je pense que tu as raison. Quand tu repenseras à ce métier dans 20 ans, qu'aimerais-tu qu'on retienne de toi? Waouh. Sans aucune prétention, j'espère, mais j'aimerais bien qu'on retienne de moi que je toujours faire le maximum que je pouvais pour apporter du bonheur et voilà au quotidien aux gens. C'est tout simplement en fait, sans aucune autre. Ça fait 6 ans que je te connais. On est encore loin du compte de 20 ans. Mais je pense que dans 20 ans, je repenserai à toi comme ça. Alors, c'est adorable, ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.